bienvenue dans Athletes Corner au Salon Planète Bonne d'Emploi. Je suis avec Richard Keller, le conservateur du Musée national de l'automobile de Mulhouse. Bonjour Richard. Bonjour Maxence. Pouvez-vous nous parler de la Cité de l'Automobile? Oui, c'est un musée qui existe maintenant depuis plus d'une trentaine d'années et qui a la chance de présenter une collection fantastique de voitures européennes avec plus de 120 Bugatti, dont la dernière, la Bugatti Veyron. Beaucoup de voitures d'avant 1914, ce qui est extrêmement intéressant pour voir un petit peu comment ça fonctionnait au début de l'automobile. Beaucoup de voitures de course et de prestige et une série de voitures de grande série d'après-guerre pour que le visiteur quand même s'y retrouve dans l'histoire de l'automobile d'aujourd'hui. Votre première voiture, elle date de quelle année? 1892 pour la voiture à moteur thermique et 1878 pour les moteurs à vapeur. Ah oui, quand même, ça remonte assez loin. Hein. Ah ben en fait, l'homme cherche à se libérer de la distance et de la terre depuis fort longtemps. Donc en fait, déjà au début du 19e siècle, on cherchait en fait à rouler avec des choses. Et au 19e, c'était la vapeur qui dominait. Ça a donné en fait le train, puisque au lieu de rouler sur une route cahoteuse en mettant sur les rails, ça avançait plus vite. Et donc le train franchit les 100 km/h dans les années 1850. Et pour les voitures, après, il faut attendre 1899 pour franchir pour la première fois sur une route pas goudronnée, hein, une route avec beaucoup de poussière. On franchissait quand même les 100 km/h, ce qui est une vitesse considérable à cette époque-là, vu la taille des voitures et vu leur morphologie. Vous avez plus de 400 modèles, lequel vous préférez? La préférence, c'est toujours une question difficile parce qu'il y a deux grandes familles et j'aime bien les deux grandes familles. L'une, c'est plutôt la voiture de prestige, c'est-à-dire qu'on a envie de ne pas être secoué, etc., type Rolls-Royce ou Maybach ou d'autres voitures où vous n'entendez rien parce que c'est juste, vous êtes dans un salon mobile, disons, comme ça. Et puis les autres, par contre, là c'est fait pour rouler, c'est-à-dire que vous avez toutes les sensations qu'il faut, la garde-sol qui est basse, donc plutôt des voitures de compétition. Et là on a effectivement une voiture un peu surréaliste qui a été faite en 1923, qui a une espèce de forme d'aile d'avion coupée, très très basse. On ne savait pas encore exactement ce que ça allait donner, mais on savait qu'il se passait quelque chose avec la résistance de l'air. Donc il fallait trouver une forme qui n'a pas duré longtemps parce que ça avait tendance quand même à décoller. Mais ça montre en fait combien il n'y a pas que des solutions techniques, il faut beaucoup d'imagination pour avancer dans la technologie. Et l'imagination est beaucoup plus importante. Vous les avez testées vos voitures? Oui, bien sûr, on roule avec les voitures. Non, toutes non, parce qu'on aurait du mal. On n'est pas assez nombreux pour rouler avec toutes les voitures. On en a une soixantaine qui roulent aujourd'hui. Et c'est un travail d'équipe, ça. Il faut être à plusieurs avec des salariés, mais aussi des bénévoles qui nous donnent un coup de main. Sinon, on n'arriverait pas à faire face à tout ça. Vous me parliez du passé, donc dans le passé il y avait des voitures électriques aussi? Ah ben il y avait une espèce de... Si vous voulez, le 19e siècle c'est le siècle de la vapeur, ça on sait faire. Arrive le moteur à gaz au milieu du siècle, arrive après l'électricité. Et entre les années 1890 1905 en France, vous avez les trois en concurrence dans les courses, sur les marchés, dans les salons. Alors après chaque pays a trouvé un peu sa solution. Aux États-Unis, par exemple, la vapeur et l'électricité durent beaucoup plus longtemps, jusque dans les années 20. En France, on peut dire que ça s'est arrêté au début des années 1900. C'est le moteur thermique qui a gagné parce que c'était le plus endurant, le plus pratique, et donc tout le développement s'est plutôt concentré là-dessus. Qui a gagné, mais l'électrique revient. Donc, oui, alors les gros titres des journaux de 1895-96, c'est l'avenir de l'automobile, de la voiture automobile, c'est l'électricité, mais en attendant le perfectionnement des batteries, et on va passer par le moteur thermique. Ah bah. En gros, c'était le résumé d'il y a 115 ans. Mais ils avaient raison, en fait, ils savaient ce qui allait se passer. On revient un petit peu à l'électrique, en fait, et vous avez quoi comme modèle récent électrique? Disons, dans un musée, on s'arrête à des voitures, disons, de plus de 30 ans, sauf la Veyron qui a que 4-5 ans, évidemment. Mais la dernière qu'on ait, c'est une CGE Grégoire de 1970, parce que l'ingénieur Grégoire avait déjà fait des voitures électriques auparavant. C'est la plus récente. Et énergie alternative en général? En énergie alternative, on a aussi des voitures à vapeur, mais là qui sont donc avant 1910 chez nous. Après, il y a eu très peu d'initiatives françaises et on n'en a pas dans les collections à Mulhouse. Votre musée, il y a beaucoup de visiteurs, il y en a combien par an? On a en moyenne 200 000 visiteurs par an qui viennent
Mulhouse est dans l'est de la France, c'est encore en France, tout près de la frontière suisse et allemande. Donc on a un bassin de gens germanophones et français évidemment qui viennent au musée. En 2011, ils auront des nouveautés au musée? Excusez-moi. En 2011, vos visiteurs pourront voir quoi comme nouveauté? En 2011, il y a une grande nouveauté, c'est que pour la première fois, on va avoir une sorte de piste de plein air. C'est-à-dire que jusqu'à présent, comme dans tous les musées, on voit les voitures exposées comme des sculptures. Donc on peut les admirer, ce qui est déjà bien, on les voit bien. Mais à partir de l'année prochaine, en fait, ils pourront aussi voir rouler un certain nombre de voitures. Ce qui change complètement la perception du design déjà. Ce qui change aussi parce qu'on les entend. On les sent aussi un peu parce que bon, c'est des voitures qui roulent au sans-plomb, mais c'est des voitures qui étaient faites dans un contexte relativement différent. Et donc du coup, ils vont avoir à la fois le côté statique et le côté mobile de l'automobile. Alors les voitures, vous les adorez, d'où vous est venue cette passion? Vous savez, en fait, c'est toujours le rêve de l'homme de s'affranchir des limites physiques. Donc vous avez Icare qui a essayé, on a essayé de décoller, on a essayé à chaque fois d'avancer en sachant que la limite, ce n'est pas l'imagination. Puisque ça fait plus de 50 ans qu'on imagine des voitures sans roues, la limite, c'est quand même la technique et la société, ce qu'elle est capable d'absorber. Et donc ce rêve-là, il a créé maintenant des besoins. On a besoin de quelque chose qui est 4 roues, on se sent bien, plus ou moins bien à l'intérieur, où les vitesses sont un peu limitées, donc il faut rouler un peu doucement. Mais ça montre bien que l'homme a toujours besoin d'aller de l'avant, en fait. C'est ça qui est passionnant dans toute cette histoire. Et après, évidemment, il y a l'histoire de chacune des marques, des modèles un peu prestigieux, des modèles qui ont un palmarès, etc. Et c'est quoi quelle est la première voiture dans laquelle vous êtes monté qui vous a plu? La première dans laquelle, c'était bien avant le musée d'ailleurs, en fait, mais au musée, si vous voulez, la première fois que je suis monté dans une voiture de course de 1908, il faut imaginer qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus haut qu'un fauteuil. On n'a rien sur les côtés. Pour se cramponner, on peut juste se cramponner au pilote qui lui se cramponne au volant et vous roulez relativement vite, ça fait un gros effet. Pour le moins. Dans la vie de tous les jours, vous roulez en voiture 1900? Non, c'est pas très pratique de rouler en voiture 1900. On a un tramway qui s'arrête juste devant la porte du musée, donc ça c'est formidable quand on habite en ville. Et une voiture, c'est vrai que contrairement à ma femme, je préconise les voitures un peu anciennes parce qu'il y a une autre approche, vous pouvez intervenir sur un certain nombre de choses, ce qui n'est pas vraiment conseillé pour une voiture très récente. Donc voilà. Alors, on est au Salon Planète Mode d'Emploi, donc je vais vous poser une question green. Vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours pour l'environnement? Est-ce qu'il y a des gestes que vous faites? Oui, enfin j'espère, j'essaye de faire des gestes. Vous savez, on est quand même des animaux d'habitude, donc on a de très mauvaises habitudes qu'il faut essayer de changer entre les tris sélectifs, l'eau du robinet qui coule à flot alors qu'il en faut un filet. Enfin, il y a des gestes comme ça, ou aller en ville à pied, déposer ma fille à pied à l'école au lieu de prendre un gros 4x4. Enfin, des gestes comme ça, j'essaye de faire parce que je pense que c'est aussi une question de civisme. On ne mesure pas les efforts que l'on peut faire chacun, mais on peut imaginer que si on se laisse tous aller, ça ne va pas vraiment s'arranger beaucoup dans les prochains temps. C'est sûr. Merci beaucoup Richard. Je vous en prie. C'était Athletes Corner au salon Planète Mode d'Emploi. Vous pouvez nous retrouver sur worldsports-events.com. À très bientôt.